Marjorie Govinden, membre de WeWeGo, collectif de freelance spécialisé dans le tourisme B2B et B2C, qui accompagne les opérateurs touristiques dans la vente, la production et le marketing. Bienvenue sur ce nouvel épisode de la 4e saison de notre podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier JetBlue qui est partenaire de cet épisode. JetBlue est une compagnie aérienne new-yorkaise qui relie plus de 100 destinations aux US et dans les Caraïbes avec un vol quotidien au départ de Paris vers New York et Boston. À bord, un service client aux petits oignons avec notamment du Wi-Fi ultra rapide gratuit, des Léco et une classe affaires Mint qui met la barre très haut. 24 suites privées avec porte coulissante s'il vous plaît et un vrai matelas qui se transforme en siège. Bref, du confort en altitude. Mais pour le moment, on va redescendre sur Terre, même un peu plus que sur Terre. Et on va parler du parcours d'entrepreneur. Et pour échanger sur ce sujet, je reçois aujourd'hui Alexandre Zurcher, fondateur et CEO de Vintage Rides, le tour opérateur B2C spécialiste du voyage à moto de caractère. Bonjour Alexandre. Bonjour Marjorie. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Est-ce que je peux t'appeler Alex ? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. On va faire ça. Et moi, je peux t'appeler Marjo. Tu peux m'appeler Marjo. Ça ira. Avec plaisir. On se connaît déjà un peu, tous les deux. Mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur l'activité de Vintage Rides ? Ouais, donc voilà, Alexandre Zurcher. Moi, j'ai monté Vintage Rides, qui est un tour opérateur moto. On opère maintenant dans une vingtaine de pays depuis 20 ans. Sachant qu'on est né en Inde, on s'est développé sur l'Asie, après l'Afrique, l'Amérique du Sud, et maintenant un petit peu l'Europe aussi. Ok, ça a bien grandi. Ouais, ça a bien grandi, ouais. On a le temps qui est passé. Et juste une petite parenthèse sur ton partenaire JetBlue. Le Wi-Fi en avion, je trouve ça juste incroyable. Ça marche vraiment, ça ou... J'ai pas testé personnellement, mais la commerciale, en tout cas, de JetBlue nous dit que ça marche du tonnerre. Top, faut que j'essaye JetBlue alors. Faut que tu essayes JetBlue. Parfait. C'est une belle aventure vintage qui existe déjà depuis de nombreuses années, tu le précisais. Mais si on revient au début, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure ? Écoute, moi je suis arrivé en Inde à 19 ans et j'avais envie d'exotisme, d'aventure. Et finalement, en arrivant en Inde, j'ai été dépaysé, mais pas aussi fortement que ce que je cherchais. 19 ans, tu sais, en anglais, on est encore adolescent, donc on est encore teenager, comme ils disent. Et je pense que j'avais envie de quelque chose d'un peu intense pour passer à l'âge adulte. Et donc, je me suis un peu cherché pendant quelques mois. Et à un moment, j'étais passager d'un copain à moto dans les montagnes au Rajasthan. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que la moto, c'était pas juste des sensations fortes, un truc, tu vois, de casse-cou, mais au contraire, que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être doux et idéal pour voyager. Et donc, j'ai passé le permis moto local, j'ai fait le tour de l'Inde à moto, et au bout d'1 an, j'ai monté l'agence. Ok, donc ça a été assez vite quand même. Ouais, c'était assez vite. J'avais du coup 20 ans quand j'ai monté l'entreprise. Assez vite, après, là, j'ai fait bien 20-25 000 km cette année-là. Puis les motos sur lesquelles on roule sont des Royal Enfield. C'est des petites motos indiennes qui roulent en moyenne à... tu vois, sur les routes indiennes, on est à 30-40 km/h avec les petites pistes, etc. Ouais, donc, c'est pas du concours de vitesse. Ouais, on va dire que vite, c'était pas le terme approprié, mais en ce qui concerne l'expérience vécue. Mais oui, au bout de 9 mois de moto, j'ai monté une agence pour partager ça avec un maximum de gens. Okay. Tout simplement. Parce que moi, ça m'a vraiment changé la vie. J'ai finalement réalisé mon objectif. J'ai eu le sentiment en 1 an d'en prendre 5 à 10 d'un coup. Et je me suis dit, waouh, si ça peut me faire cet effet-là, autant partager ça au maximum. Et cette fibre entrepreneuriale, tu l'as toujours eue ou elle est arrivée plus tard c'est dur à dire parce que j'étais finalement jeune quand j'ai monté la boîte. Donc, d'une certaine manière, je l'avais peut-être un peu en moi. Quand je suis arrivé en Inde, je voulais monter une ONG, en fait. Avec un ami, on était intéressés par tout ce qui était microfinance, etc. Donc, on était parti à l'origine un peu avec cette idée-là. Après, moi, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui avaient accès à des gros sources de financement pour faire des projets de voyage qui n'avaient pas beaucoup de sens. En tout cas, pas beaucoup d'impact à destination. Et j'étais dans une université où les étudiants étaient assez brillants, mais ils n'avaient pas accès aux sources de financement. Et donc, l'idée qu'on avait, c'était de connecter en fait des étudiants brillants du Nord, qui ont accès aux sources de financement, avec des étudiants brillants du Sud, qui ont des vraies idées de projets à impact. Et puis en fait, voilà, on était jeunes. Moi, j'étais en Inde, mon pote est parti au Mexique. J'ai commencé à faire de la moto. On va dire qu'un projet a pris la place d'un autre. Donc, ouais, je pense qu'il y avait déjà une forme d'envie d'entreprendre assez jeune, quoi. Ouais, c'est clair. 20 ans, c'est tôt. Ouais, écoute, je me rendais pas compte. Mais à l'époque, maintenant, 20 ans plus tard, tu vois, ça, exactement. Je me dis oui, c'était exactement. Ouais. Et quand tu as lancé Vintage, ça ressemblait à quoi concrètement au début ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles étaient les coulisses des premières années ?
Écoute, le tout début, c'était rock'n'roll. Alors moi, quand j'ai dit je lance la boîte, la réalité, c'est que je m'étais lancé avec un Indien, celui qui m'avait vendu ma moto, qui s'appelait Sanjay Wattal. Et pour moi, lancer la boîte, ça voulait dire aller chez l'expert comptable et déposer les statuts, quoi. Ce qui est pas du tout ce qu'il faut faire, de mon point de vue maintenant, quand on veut lancer une boîte. Mais donc, à l'époque, j'ai dit, ouais, je suis entrepreneur, j'avais surtout un bout de papier, quoi. Et donc après, je suis rentré en France, j'ai commencé à me orienter un peu mon parcours d'études vers l'entrepreneuriat, à mieux comprendre les choses. Et on avait des produits, un site web. Après, il fallait toucher une clientèle. Et donc là, j'ai fait des études de marché, j'ai travaillé sur le positionnement. Et en fait, au bout d'un an, je me suis associé avec Alex Lebehan, qui est aussi le fondateur de Chanty Travel, qui est une agence donc sur mesure maintenant basée en Asie. Hein. Je pense que c'est même un peu développé en Amérique du Sud, mais principalement asiatique. Et lui, il avait dire plus d'expérience dans le tourisme, mais surtout, il avait monté sa boîte un an plus tôt. Ils avaient déjà opéré des tours moto. Et on a réalisé qu'on était concurrents sur un marché de niche, mais que les motards, à 75%, voulaient partir avec une agence spécialisée. Et donc, je l'ai approché tout simplement. Et après, je dirais un déjeuner, on a décidé de s'associer, quoi. Ok. Donc ça, c'était vraiment les tout débuts. On a été incubés dans leur bureau pendant quelques années, pendant que moi, je faisais des allers-retours entre l'Inde et la France. Et voilà, on a fait les salons, travaillé avec la presse spécialisée et développé la notoriété du concept. Ok, super. Et on sent pas mal de passion déjà dans ta voix. Et dans ton intention. On a tous cette image un peu romantique de l'entrepreneur passionné qui suit à fond son envie. Mais entre l'idée et la réalité, il y a souvent un monde. C'est quoi tes premiers gros challenges quand tu lances Vintage? Euh, des challenges, il y en a plein. Après, je dirais que ça dépend de la manière dont tu l'approches. Pour moi, tout ce qui se passait, c'était du plus. À la base, j'avais quand même 20 ans, j'étais étudiant. J'avais l'énorme chance d'avoir mes études financées par mes parents avec un petit budget étudiant, qui est tout à fait raisonnable. Et donc, je pouvais me permettre de passer tout mon temps à bosser sans que ça génère des sous, quoi. Donc, je pense que le premier sujet, c'est quand même de gagner sa vie avec son travail. Et moi, pendant 2 3 ans, vu que j'étais étudiant, j'ai pas eu cette problématique, quoi. Donc, à partir du moment où j'ai approché ça en me disant, voilà, j'ai pas besoin de gagner ma vie tout de suite, euh, tous les, voilà, les challenges principaux, de mon point de vue, étaient que des opportunités. Donc, il y a bien sûr le fait de trouver des clients. Ça, franchement, c'était pas évident. Moi, je me souviens, j'avais mobilisé un groupe de copains de Sciences Po Lille où j'étais étudiant à l'époque. Et on était parti à l'Enduro du Touquet, qui est un gros événement moto. Et on avait imprimé à la fac 2000 flyers sur les imprimantes de la fac, donc des trucs qu'on avait découpés au ciseau pour aller motiver des gens, tu vois, pour partir en Inde à moto. Et il faut quand même s'imaginer le truc. On leur disait à l'époque, ça vous dit de venir rouler en Inde à moto sur des Royal Enfield, qui étaient des motos qui avaient très mauvaise réputation. À l'époque, ça avait encore une conception des années 50. Et on leur disait, venez rouler avec des motos qui ont des vitesses inversées en Inde, avec une boîte locale, avec des jeunes qui ont 20 piges. Voilà. Donc, Et ça va être génial. et ça va être génial, quoi. Et donc, dis-toi que voilà, le challenge, il était là. Objectivement, le challenge, c'était motiver des gens pour y aller. Après, évidemment, il y avait beaucoup de sujets opérationnels. Et moi, j'ai eu la chance de faire une bonne association avec Alex Lebehan, qui avait une expérience tourisme et qui était capable de mettre en place vraiment sur place l'opérationnel de manière hyper professionnelle. Donc, ça a énormément facilité les choses. Et puis tu jonglais quand même entre tes études Ouais, et ton activité à développer. ouais, exactement. Donc, du coup, moi, je gérais vraiment principalement ce qui était communication et vente. Ok. Donc, assez vite, après, on a eu un ou deux stagiaires en Inde que je gérais à distance. Et puis, ça a pris comme ça petit à petit, quoi, étape par étape. Ouais, ok. Mais le gros sujet, c'était la commercialisation parce que, contrairement à d'autres entrepreneurs qui ils se lancent sur un gros marché, ils apportent quelque chose de différent. Nous, on s'est lancé sur un marché qui n'existait pas. Personne ne voulait aller rouler en Royal Enfield en Inde. Et les seuls qui partaient, quoi, les seuls riders qui partaient avec une agence à l'étranger, c'était pour aller aux États-Unis. Ouais. Il y avait quelques voilà, marginaux qui trouvaient des petits projets locaux dans d'autres pays, mais c'était vraiment anecdotique. C'était pas suffisant pour monter une agence digne de ce nom, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça va vraiment marcher, Ouais. mon agence, et comment tu as fait pour voilà, continuer à y croire malgré le peu de temps que tu avais aussi pour développer Ouais. ton activité et malgré les challenges que tu mentionnes juste avant? Bah, au début, en fait, je savais pas si ça allait marcher. Ce que je me disais, c'est que tous les groupes qui venaient, c'était un groupe de plus et c'était une chance, c'était une opportunité de partager cette passion et de continuer à la vivre et de continuer à dédier tout mon temps libre à cette passion. Donc, honnêtement, j'ai jamais été convaincu que ça fonctionne jusqu'à la fin de mes études
où là, bah, je sais pas, mais ça restait tout petit, mais on commençait à faire voyager peut-être 150, 200 personnes à l'année, où là, je me suis dit, OK, il y a un vrai concept, il y a quelque chose, ça permettra peut-être jamais d'en vivre très bien, mais il y a un projet qui mérite voilà, de se lancer à fond, à 100% de mon temps voilà, et de continuer l'aventure, quoi. Ce que je comprends, c'est que finalement, tu n'avais pas beaucoup d'enjeux et Ouais, que tu prenais chaque opportunité qui arrivait exactement. et il n'y avait pas le coup près de il faut absolument que ça marche, sinon je Exactement. me plante, quoi. Ouais, exactement. Et ce que je Mm. disais beaucoup quand j'étais jeune, parce que bon, ça fait vieux con de dire ça, mais ça remonte quand même. J'ai beaucoup pour moi, l'Inde est une super terre d'entrepreneuriat. Parce que tu peux vivre avec très peu. Et donc en fait, même si au début j'étais étudiant et donc j'avais la chance d'avoir un petit budget étudiant, comme je l'ai dit, mon premier salaire d'entrepreneur, c'était 300 € par mois. Mais en fait, voilà, c'est à partir du moment où tu acceptes de vivre à l'indienne avec des attentes qui ne soient pas celles d'un occidental habituel, mais tu peux vivre relativement. Quoi. Moi, j'étais très heureux avec Ouais, 300 balles par mois. tu prenais ce qui rentrait De toute façon, et je faisais c'était que OK. bosser. Et puis, je vivais dans des endroits, tu sais, basiques, quoi, avec les chiottes à la turque, sur un petit toit. Là-bas, la douche, bon, bah, tout le monde n'a pas de douche, quoi, on se lave avec un seau. Mais c'était, j'ai jamais eu un sentiment de manque. Mm. J'avais le sentiment de vivre une aventure géniale, d'avoir un projet qui se développe. Et, euh, et oui, bien qu'il y avait plein de challenges, je voyais que ça se développait, donc moi, je poussais dans cette direction, tu vois. OK. Et en termes de financement, donc j'imagine que sur les débuts, ça a été quand même un peu simple. Ouais, Et puis, quand tu as commencé à te développer, tu as besoin de financement. ouais. Est-ce que c'était système D ou est-ce que tu avais un plan Attends, hyper carré non, on n'avait pas de plan hyper carré. C'était clairement système D, mais moi j'avais des petites notions de finance. Donc avec nos petits moyens, on arrivait à avoir quand même quelque chose qui tenait la route en fait. C'est juste qu'on a toujours développé la boîte avec une philosophie bootstrap, c'est-à-dire on investit l'argent qu'on gagne, quoi. Donc moi au tout début, j'ai fait un peu de livraison de pizza, de traduction, etc. pour mettre la mise de départ. Il y a un moment, j'ai vraiment un coup de chance. J'ai eu une bourse d'excellence universitaire qui était vraiment un coup de peau parce que faut avoir accès à ce genre de truc et puis il faut savoir que ça existe déjà. Puis après, faut l'avoir. Donc bon, c'était vraiment un coup de chance. Ça m'a vraiment aidé aussi au début à mettre un petit peu plus d'argent dans la boîte. Et après, on a été autofinancé. Donc, on a juste planifié de dépenser que l'argent qu'on planifiait de gagner. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Maintenant, c'est sûr que si j'avais voulu gagner 1 500 € par mois au bout de 6 mois, bah, la boîte aurait eu des soucis de financement, quoi. Ça, il n'y a pas de débat, quoi. très clairement? Ouais, et s'il avait été Donc, moi et mon associé, on aurait été encore plus dans la merde. Donc, non, non, donc c'est le fait le- d'avoir été modeste au début, prudent, bien sûr de planifier, avec un plan stratégique quand même cadré au fur et à mesure, hein, même si au début, il n'y avait rien du tout, mais quand même assez vite, c'est arrivé. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir un développement sain, quoi. Vintage a super évolué depuis ces dernières années. Ouais. C'est assez impressionnant de voir aujourd'hui où est-ce que vous êtes arrivé, où est-ce Bah, que je t'en tu es remercie. arrivé Ouais. avec ton équipe. À quel moment tu t'es dit dans ce parcours, OK, là, on change de dimension? C'est. Je sais pas te dire vraiment. C'est dur à dire en fait. Il y Tu a as eu jamais. plusieurs étapes, peut-être, Ouais, et il y a eu plein plusieurs d'étapes. marches. J'ai du mal à me souvenir vraiment. Et je pense que c'est peut-être un défaut que j'ai en tant qu'entrepreneur. C'est d'être toujours dans le futur et voir toujours les challenges qui sont devant et toujours avoir le sentiment que ce qu'on fait, c'est insuffisant et qu'il faut toujours aller plus loin. Et du coup, de moins célébrer les étapes qu'on franchit et les victoires. Et donc, finalement, celles qui me viennent à l'esprit, c'est plus les destinations qui sont liées à la passion en fait en tant que telle, plus qu'au milestone entrepreneurial Ouais. en termes d'étapes, quoi. Mais oui, d'après des grandes étapes qu'il y a eu, je dirais au bout de, je sais pas exactement, mais peut-être 5-6 ans, on a décidé de sortir d'Inde pour aller en Mongolie. Ça, pour nous, c'était une très grosse étape, avec un gros choix stratégique de garder la même marque de moto. Donc là, clairement, il y a eu un gros enjeu quand on est parti sur la Mongolie. Euh, une autre grosse étape de développement, c'est quand j'ai réalisé, ou en tout cas j'ai réalisé que ce serait très difficile de scaler la boîte en gardant le siège en Inde. Et donc j'ai fait une transformation vraiment profonde du business model en 2 temps. Première étape, si je me trompe pas, je crois que c'était 2014, on a créé une entreprise française qui a commencé qu'on a déclaré à Tout France, etc. Et qui a commencé à encaisser nos riders. Donc on a créé un tour opérateur français, mais toute l'équipe était toujours basée en Inde. 2016, on a commencé à avoir 1 ou 2 personnes en France pour du sales, du marketing, pour tâter un peu le terrain. Moi, j'ai commencé à faire des allers-retours entre l'Inde et la France. Et 2019, on a décidé de drastiquement réduire l'Inde en termes d'équipe à un bureau opérationnel et d'avoir notre siège en France.
Et ça a été une transformation business extrêmement marquante. Ce d'autant plus que 6 mois après cette décision, on a été frappé par la crise du Covid. Et du coup, au lieu de gérer juste une transformation business qui, en soi, vu l'ampleur de la transformation, on passait de 45 personnes en Inde on avait une cible à 18 personnes en France et 12 personnes en Inde, avec des grilles de salaire complètement différentes. Vu l'ampleur de la transformation, sur le papier, c'est quelque chose qui mettait clairement l'avenir de la boîte en danger. Mais au lieu de ne gérer que ça, on s'est retrouvé à gérer ça, plus la crise du Covid. Et donc, double peine. Double peine, quoi. Et donc, au lieu de passer, tu vois, de donc 45 à 18 plus 12, on est passé de 45 à 6 personnes. Et après, il fallait tout redresser, quoi. Donc ouais, c'était un sacré milestone. Ça a été un peu rock'n'roll. Ouais, très. Et du coup, dernier milestone, c'est d'avoir retrouvé nos volumes de chiffre d'affaires d'avant Covid. Ça devait être en 2022 ou 2023. Et de repartir vraiment en développement, quoi. Sur des bases ce qu'on a toujours connu, finalement. Ouais. Et tu mentionnais le fait d'avoir rencontré de la difficulté à scaler en Inde. Pour quelle raison, si tu veux bien en parler? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a une inertie administrative qui est absolument colossale en Inde. Déjà, c'est pas chez nous. Enfin, je veux dire, comme moi, j'adore l'Inde. Hein, donc, je suis très, très attaché à ce pays, très reconnaissant de ce que m'a apporté ce pays, tous ses collègues, ses amis, quoi, les Indiens, qui sont des gens que j'adore, qui ont une gentillesse incroyable, très dévoués, hyper travailleurs. Quoi. Bref, c'est des gens super. Malgré tout, c'est une autre culture. Il y a moins d'esprit d'initiative, donc ça après on peut s'y adapter, créer un cadre qui colle à ça, mais il y a des infrastructures qui sont quand même très mal développées, donc nous, infrastructures, moi je dis ça, j'en dirais, je pense aux routes, mais ça c'est loin d'être le sujet central, quoi. L'électricité, les coupures d'électricité, la qualité de l'internet à une époque qui n'était pas non plus parfaite, même si bien sûr tout ça a évolué, mais les infrastructures, et puis le cadre juridique, qui est vraiment extrêmement complexe. À la fin, je sais plus ce qu'on faisait exactement en 2019, mais ouais, si, 2019, on faisait, je crois, un petit peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait passé les 4 millions. Et pour gérer ça, on avait 7 comptables. Et ce qui est juste une aberration, quoi. En France, les entrepreneurs à 4-5 millions, ils se demandent s'ils prennent un comptable en interne, quoi. Et nous, on en avait 7, quoi. Et ça tournait jamais, c'était jamais clair. Et donc, bon, voilà, c'était... De toute façon, à ce moment-là, j'étais déjà arrivé à la conclusion que ça pouvait plus tenir. Ouais. L'inertie administrative était trop forte. Trop forte. La différence culturelle, l'inertie administrative. Ouais. Ok. Et donc, tu mentionnais le fait que finalement, les étapes de croissance de ta boîte ont souvent été liées à des nouvelles destinations. Ouais. Si tu devais dire quelle est la destination qui représente le plus vintage aujourd'hui, ce serait laquelle? Ah bah c'est l'Inde. C'est l'Inde. C'est encore l'Inde, ah, du ouais, coup. Ouais, c'est encore l'Inde. C'est là où on est né. Je pense que notre ADN, notre état d'esprit est indien. C'est nos valeurs qui sont vraiment le dépassement de soi, le partage, l'authenticité, tout ça, c'est des choses qui viennent d'Inde, qui viennent de ce que moi j'ai vécu en Inde. L'Inde, c'est vraiment l'essence de nos voyages et c'est, je dirais, la magie qu'il peut y avoir sur nos voyages en Inde qu'on cherche à reconstruire sur chacune des destinations qu'on monte à l'étranger, quoi. Voilà, en Inde, on sort très vite des sentiers battus, on a un contact absolument spontané, riche et génial avec les populations locales. Ça, c'est le benchmark à retrouver, quoi. En Inde, on a l'Himalaya, c'est des paysages grandioses. C'est ce qu'on va chercher à retrouver. Donc ouais, l'Inde, pour moi, c'est nos voyages en Inde, c'est ce qui représente vraiment l'ADN de la boîte. Alors, s'il y avait une deuxième destination, peut-être Après, il y a plein de destinations, tu vois, qui sont représentatives. Et souvent, on me dit, Alex, c'est quoi ton voyage préféré? Je dis, mais moi, j'ai pas de voyage préféré. Ça va dépendre de mon mood. Donc... tu vois, il y a des voyages, je trouve, qui sont incroyables en couple. Voilà, je sais pas, par exemple, si je devais partir en couple, j'irais peut-être en Turquie. C'est un voyage qui est super. C'est de tes dernières destinations, la Turquie. Une de mes dernières destinations. C'est très doux, très accessible. Tu vois, il y a un côté à la fois aventure, à la fois balnéaire, en tout cas sur la côte. Donc, c'est hyper sympa. Et en même temps, si je veux vivre une aventure incroyable qui prenne au trip, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit, là, comme ça, spontanément. Tu as... l'Argentine, c'est quand même des paysages à couper le souffle en haute altitude. Bon, j'en ai d'autres qui me viennent en tête, mais je dois choisir. Tu vas pas tous sinon, les citer, là. Mais d'un point de vue culturel, tu as le Rwanda. Le Rwanda, c'est une destination qui représente hyper bien l'ADN vintage, parce que dans notre ADN, il y a quand même le fait d'avoir surpris un peu. On a créé un marché qui n'existait pas.
Et pourquoi? Parce que à la base, les gens, ils n'avaient pas envie d'aller faire de la moto en Inde. Ils avaient l'impression qu'ils allaient mourir sur la route, quoi. Je caricature un peu, mais moi, je leur dis non, non, moi j'ai fait 25 000 km et puis je suis pas le seul, ça se fait, etc. Puis on va vous encadrer. Et donc on les a vraiment surpris et c'est aussi par la surprise qu'on leur a donné envie de nous suivre. Et le Rwanda, on a un peu retrouvé ça quand on a lancé le Rwanda. C'est une destie qui se développe super bien. Ça, donc voilà, les pros du tourisme le savent, mais le Français moyen, il n'est pas au courant forcément que le Rwanda, c'est un des pays les plus développés d'Afrique en termes d'infrastructure, que ça a vachement changé. L'image du Rwanda est encore marquée par celle du génocide. Ouais, complètement. Et donc je trouve que voyager là-bas, ça prend un peu aux tripes. Quoi, il y a une forme de dépaysement qui est très fort. Et ça, je trouve que ça colle bien à l'ADN de Vintage, quoi. D'organiser des voyages aventure là où on nous attend pas forcément. S'il y a une destination que je devais choisir, ce serait celle-ci, Ah avec ouais? Vintage, Ok, c'est le Rwanda. top. C'est Je le te, je Rwanda. te le recommande. Peut-être un jour. Je voulais aussi parler un peu de la communauté, parce qu'en fait, Vintage, c'est pas juste un Théo, Ouais. un tour opérateur, c'est aussi une vraie communauté de passionnés de motards. Comment tu as fait pour construire ce lien fort avec cette communauté au fil des années? Écoute, je pense que tout part quand même, c'est l'état d'esprit de la boîte et le produit. Je pense que voilà, les voyages, qu'en fait, le produit dans le sens, le voyage, quoi. Le voyage qui est proposé, je pense que les gens vivent une expérience qui est tellement forte et tellement. Qui les transforme pour certains, quoi. Il y en a, ils vivent juste de belles vacances. Il y en a, ils reviennent changer, mais au sens propre du terme, quoi. On a régulièrement des riders, nos guides qui nous racontent, qui pleurent sur les voyages. C'est quand même un truc de fou. Et donc, je pense que le lien émotionnel en fait qui se crée entre l'agence et le rider, c'est pendant le voyage. Et après, ça continue à travers les rencontres qu'on peut faire sur les salons, les newsletters qu'on envoie. Il y a une énergie en fait qui est partagée. Mais ces voyages, donc ce produit, et notre communication, c'est aussi nourri par nos valeurs qui parlent au rider. Moi, j'ai déjà remarqué que l'histoire que j'ai vécue moi, la manière dont je parle de la jeunesse de la boîte, ça parle à cette communauté. Moi, typiquement, je suis pas un grand motard. Je suis pas un très bon Tu vas motard. étonner tout le monde là. Ouais, non, mais je veux dire, moi, j'ai appris à faire de la moto tout seul en Inde. J'ai plein de défauts de pilotage et je m'en fous complètement parce que justement, pour moi, la moto, c'est presque une méditation. C'est aussi un challenge. C'est le fait de se dépasser. Et en fait, ça parle à la majorité finalement des motards. Alors que dans ce monde de la moto, en général, les professionnels, ça reste quand même un peu macho et ça reste un peu, moi je suis plus fort que tout le monde. Sauf que la réalité, c'est que la majorité des gens, c'est pas des Superman, quoi. Donc je pense que cette approche aussi de la moto parle vachement à la communauté. En tout cas, à notre communauté. À votre communauté, Ouais. ouais, complètement. Complètement. Sans transition, je voulais aussi te poser une question concernant la digitalisation, parce que Ouais, c'est forcément un sujet ouais, qui est, gros sujet. qui est un gros sujet Ouais. dans le tourisme aujourd'hui, et depuis déjà un certain temps. Dans ton business, quelle est la part de la tech? Comment tu la places dans tes priorités business? Aujourd'hui, la tech, c'est une priorité absolue parce que parce qu'on se développe, en fait. Parce qu'on se développe et pour pouvoir continuer à avoir le niveau de service qu'on avait quand on était petit et qu'on faisait voyager 100 personnes à 2000 personnes, alors ça reste tout petit dans le milieu du voyage, hein, mais dans le milieu du voyage à moto, c'est significatif. Et vu que notre métier demande énormément de vrai travail de prod au sens vraiment premier du mot prod dans le tourisme, c'est-à-dire qu'on produit vraiment nos voyages. On associe vraiment, il y a un guide qui fait des vrais repérages, c'est lui qui va après guider les voyages, avec un partenaire moto, avec un mécanicien, avec une assistance mécanique, et de l'autre côté un DMC. Donc c'est vraiment pas de la prod dans le sens où on fait un cahier des charges et on demande à un DMC de produire un voyage, ce qui est Donc le tu truc le produis, plus tu classique. produis tout Il y a tout seul, une hein. vraie prod de terrain, quoi. On associe après évidemment des partenaires, dont un DMC, mais il y a une vraie prod, et en fait ce travail prend tellement de temps que si on veut scaler le business, on n'a pas le choix que d'automatiser. Et donc, pour pouvoir scaler et être productif dans un milieu où les marges sont faibles, et, bon voilà, c'est l'industrie du C'est la tourisme qui réalité le du veut, c'est la tourisme. réalité du tourisme. Mm. On se doit d'investir sur la tech pour automatiser et améliorer les procédures, fiabiliser et maintenir une expérience client. Au-delà de l'expérience client voyage, où là je pense qu'on est vraiment bon, c'est vraiment là où on est les meilleurs, on doit aussi maintenir cette expérience client de qualité avant et après le voyage. Et pour ça, il faut une tech.
Ouais. Donc on n'a pas le choix. Donc c'est central, c'est une priorité centrale. Moi, à la base, j'ai monté ma boîte pour voyager à moto et aujourd'hui, je parle de CRM, quoi. C'est ça, tu as un peu évolué. Ouais, exactement. Et c'est pas simple d'automatiser quand on a la complexité Ouais, de tes produits. Et, ouais, tu parlais d'assistance, de beaucoup de logistique en fait autour des voyages. ouais. Comment tu fais pour automatiser tout ça? C'est très compliqué Ouais, d'automatiser, c'est d'autant plus que finalement, tu fais 2000 riders sur 20 destis. C'est à chaque fois automatisé sur des toutes petites destinations. Donc, il y a des choses qu'on peut automatiser qui sont des process communs à toutes nos destis et des process de vente assez génériques. Et puis, il y a des choses qu'on peut juste pas et qu'on ne doit pas automatiser parce que ce serait presque un piège, quoi. Parce qu'à chercher à automatiser le truc, on va passer plus de temps à mettre en place l'outil informatique qu'à le faire à la main. Et donc, il faut trouver le juste milieu, en fait, en termes d'automatisation. Mais ouais, c'est un challenge de tous les instants, quoi. et ça doit aussi s'inscrire dans une envie d'améliorer ton expérience client au global. Absolument, ouais. Donc c'est aussi lié à cette dynamique-là. Quand on a collaboré ensemble, Ouais. Alex, j'ai aussi pu voir que tu étais super attaché à l'expérience client, Mhm. aux détails. Tu as un gros souci des détails. Ouais. Est-ce que c'est ça aujourd'hui qui fait la différence chez Vintage par rapport éventuellement à tes concurrents? Moi, je pense que oui. Je pense que alors l'attachement à l'expérience client, c'est très clair. Ça, je pense que c'est viscéral. Ce d'autant plus que j'ai pas monté la boîte à la base comme certains montent une boîte pour gagner leur vie. Moi, j'ai monté la boîte pour partager une passion. Et donc, pour moi, avoir quelqu'un qui rentre en me disant qu'il n'est pas satisfait de son voyage, ça me prend au trip, quoi. Je vis chaque voyage comme mon propre voyage. Donc, pour moi, c'est un vrai échec. À chaque fois que quelqu'un est insatisfait, c'est un vrai échec. Et donc, je porte vachement attention aux détails. Et je pense que oui, c'est ça qui nous porte. Et c'est très clair. Aujourd'hui, on a 70% du business, c'est soit des riders qui reviennent, qui nous connaissent, soit des amis de nos riders ou du bouche à oreille. Donc, C'est énorme. bah Ouais. ouais, c'est énorme. Et en fait, ça veut tout dire, quoi. Aujourd'hui, nous, 100% de nos, qu'on a une grosse, quoi, une de nos valeurs, c'est la transparence. 100% de nos feedback riders sont en ligne sur le site, bons et mauvais, tous. Et donc, voilà, ça veut tout dire. On est à, je sais plus, 4,7 ou 4,8 en moyenne. Ouais, belle Et c- performance en intégrant Bah, des avis plus mitigés aussi. bah, ils sont tous là. Ils sont Voilà. tous là. Et c'est, je pense, une belle performance parce que dans notre métier, ouais, spécifique, déjà dans le travel, mais encore plus dans le voyage à moto, les imprévus font vraiment partie de l'expérience. Et on a beau le dire en amont, à l'évidence, quelquefois ça se passe pas comme prévu, quoi. Quand il y a la montagne qui s'effondre, quand il y a des glissements de terrain, quand il y a des motos qui décident de pas démarrer, voilà, il y a des fois où on a beau avoir mis tous les moyens en place, ça ne se passe pas comme prévu. Et malgré ça, on a un très haut taux de satisfaction. Donc oui, je pense que c'est une fois de plus, je pense que c'est d'un côté l'ADN et l'énergie, et de l'autre côté, c'est oui, bien sûr, l'attention qu'on porte aux détails et l'envie vraiment profonde que chacun, au final, rende satisfait. Ouais. Ils reviennent un peu transformés. Ouais, C'est un ça peu ce que tu évoquais tout à l'heure. c'est au cœur ouais, de notre positionnement, quoi. C'est que c'est pas la moto pour la moto, c'est la moto pour le voyage avec un impact positif à destination bien sûr parce qu'il y a du partage, il y a de l'échange, on va dans des endroits où il y a peu de développement économique, donc évidemment. Mais dans notre positionnement profond, c'est avant tout une transformation personnelle, quoi. C'est se confronter un petit peu à ses craintes, à ses incertitudes et puis se rendre compte que bah, ça le fait, ça passe et Ouais. en revenir un peu boosté, quoi. Prendre un peu de recul Ouais, sur ces petits soucis du quotidien. exactement, ouais. Et donc, tu mentionnais effectivement ces différents challenges, une transition digitale. Il y a un autre challenge important Mm. qui est le marché du travail qui a pas mal évolué Ouais, aussi. clairement. Mm. Et notamment des générations qui sont pleines d'énergie, mais qui ont parfois des façons de fonctionner un peu différentes Ouais, de celles qu'on a pu connaître, nous les anciens, ouais. entre guillemets. Euh, Comment tu gères, toi, ton recrutement aujourd'hui et comment tu insuffles une culture d'entreprise Mm. à ces équipes un peu multigénérationnelles? En fait, c'est clairement dans l'air du temps, cette réflexion. Après, je dirais que pour nous, elle a un peu toujours été, à des échelles différentes. C'est-à-dire que nous, à la base, on devait créer une ambiance de travail la plus stable possible, donc avec des gens qui ont envie de rester, dans un environnement qui n'était pas habituel pour eux. Parce qu'il y avait bon, des Indiens qui bossaient dans une boîte de Français, parce qu'on était basé à New Delhi, et il y avait des Français qui venaient bosser à New Delhi, payer un salaire local dans une ville qui est la plus polluée du monde pour vendre des voyages à moto. Donc dans tous les cas, il y a toujours eu cet enjeu de comment est-ce qu'on fidélise des gens. Et la nouvelle génération, je dirais qu'il y a un truc qui les caractérise, c'est le sens et la passion, quoi. Et pour eux, ce qui est hyper important, c'est de donner du sens et de la passion dans ce qu'ils font.
Et moi, en tout cas, c'est ce que je comprends des jeunes collègues que j'ai. Et en fait, avec un peu de recul maintenant, sur mon expérience française, je me rends compte que c'est en fait finalement toujours des profils comme ça qu'on a attirés chez Vintage. C'est toujours des gens qui sont venus pour le sens et la passion. Et moi, la manière que j'ai eu de les fidéliser, c'est de les impliquer un maximum, de leur donner beaucoup de suivre leurs envies, de leur donner beaucoup de responsabilités, beaucoup plus, je pense, que ce que dans beaucoup d'autres boîtes on pourrait faire. Ce qui est un challenge, ce qui fait qu'on a beaucoup de boulot. Mais d'un autre côté, c'est aussi un peu une expérience où on en ressort grandi, quoi. Donc ça, au final, je trouve que ça colle bien aux attentes de cette nouvelle génération. Et ça leur donne envie de se battre pour la boîte, parce que le projet leur plaît, mais aussi parce qu'il y a un truc où vraiment, eux, ils ont le sentiment de grandir et de progresser, quoi. Donc ça, c'est un vrai enjeu, c'est de leur donner des responsabilités et toujours leur montrer un petit peu ce qu'il y a au-delà, les impliquer dans la réflexion stratégique globale. Et je trouve que ça fonctionnait bien avant qu'on était en Inde, et ça fonctionne bien aussi maintenant qu'on est implanté en France et qu'on commence à avoir un tout petit peu de recul. Après, il y a plein de questions sur lesquelles je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de modèles en fait aujourd'hui qui sont acceptables sur plein de sujets. Et ce qui est important en tant qu'entrepreneur, c'est d'être clair sur son modèle et de le communiquer clairement aux gens. Et à partir du moment où c'est communiqué clairement aux gens qui rentrent et qu'on le défend de manière régulière, répétée et constante, ou qu'on évolue mais qu'on le communique, bah en fait les équipes, les jeunes équipes adhèrent parce en tout cas elles comprennent. Et déjà, je pense que c'est un pas de géant, quoi. Je pense que beaucoup de gens ont le sentiment que c'est dur de fidéliser cette nouvelle génération, ce qui est parfois vrai, hein, mais le fond, c'est qu'ils ont souvent l'impression de ne pas faire partie du tout. Ils ont l'impression d'être un petit grain dans un grand rouage, et puis ils comprennent pas trop quel est leur impact. Donc j'ai l'impression qu'avec cette génération, très clairement, au bout de 6 mois, ils vont se barrer, quoi. Si on leur donne cette vision, qu'on leur explique aussi quelle est la nôtre, et qu'on leur dit par contre, je comprends, ça t'as envie, mais ça marche pas comme ça chez nous. Voilà pourquoi, mais ça ne marchera pas comme ça chez nous. Bah déjà, ça filtre au recrutement, et après, ça permet d'avoir un alignement de valeurs, d'envie, etc. La question du télétravail est pour moi emblématique, quoi. C'est un truc qui a vachement secoué le monde du travail pendant le Covid. Chez Vintage, c'est un truc qu'on a d'une certaine manière toujours connu, puisque moi j'ai monté ma boîte en étant étudiant entrepreneur entre l'Inde et la France. Donc on a toujours bossé sur Skype, quoi, qui maintenant a fermé, je crois. Mais bref. Et donc les visios, on en a toujours fait. Et ma conviction, et que j'ai défendue pendant tout le Covid, où honnêtement, si tu faisais pas 100% de télétravail, t'étais limite un espèce de. Quoi, t'étais un ovni, un vieux schnock, quoi. Complètement. Et moi, je disais, ouais, ok, c'est bien, mais moi, je veux des gens qui se voient au bureau. Je suis d'accord que ça peut marcher en full remote, des boîtes peuvent marcher en full remote, mais il faut déjà, des rendez-vous physiques réguliers, et deux, il faut que le fondateur en ait envie. Il faut qu'il insuffle une culture d'une grande rigueur, de mon point de vue. Et c'est pas ce que je veux faire. Et donc, je veux, avec un peu de télétravail, il y a chez Vinted du télétravail. Il y a, je crois, une journée par semaine, plus Tu es revenu une sur un vingtaine modèle de un jours peu, dans un peu l'année. minimaliste. Bah, j'y suis resté, en fait, j'ai jamais bougé. Mais du coup, les gens qui sont rentrés dans la boîte, ils savaient à quoi s'attendre, et il n'y a pas de souci. Alors après, on fait évoluer un petit peu au fur et à mesure, mais les gens qui sont chez nous s'y retrouvent globalement. On a un jour de télétravail plus une vingtaine de jours à la demande, et les gens qui sont chez nous, bah, il y en a certains qui aimeraient bien peut-être un deuxième jour, mais globalement, ils sont contents de se retrouver au moins 3 jours par semaine au bureau. Donc c'est un exemple, mais je dirais que certains pourraient dire, ok, si aujourd'hui tu fais pas du full TT, tu vas jamais réussir à fidéliser les jeunes. Et moi, ma vision et mon expérience, c'est, ah oui, peut-être qu'il faut en faire un peu dans Il tous en les faut cas. un peu, mais c'est, c'est pas open bar non plus. mais encore, je dirais, il faut que le fondateur assume sa ligne et recrute en conséquence et explique pourquoi. Et du coup, il va attirer des jeunes qui sont alignés avec sa ligne. Et après, ça se passe bien. Et tes collaborateurs, et pas seulement les jeunes Ouais, générations d'ailleurs, donc ils arrivent souvent chez Vintage, j'imagine, parce qu'ils sont passionnés de moto, ouais. Voyage, moto, ouais. parce qu'ils y trouvent du sens aussi. Ouais, C'est pas nécessairement des personnes qui viennent du métier du tourisme. ouais. Est-ce que c'est pas un challenge aussi pour toi de pouvoir aligner un peu toutes les planètes entre une passion et une nécessité d'avoir des techniciens, des forces de vente aussi impactantes? Si, franchement, ça c'est un challenge parce que c'est vrai que nous on attire beaucoup de passionnés, ce qui est génial parce que ça donne une énergie folle. Mais souvent, du coup, les passionnés de moto, c'est rare qu'on trouve à la fois un passionné de moto Qui qui, cache qui, toutes qui les, ait toutes les, 10 toutes ans les causes. d'expérience dans le travel. Donc souvent, on doit soit former sur la culture moto, soit former sur le métier du travel. Et au final, aujourd'hui, on a quand même plus de gens qui ont une appétence moto
ou même qui sont en fait attirés par l'énergie que dégage la boîte, que des gens qui ont une expérience travel. Et finalement, on forme beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est un challenge, quoi. Le sujet de formation est toujours voilà, est un challenge. C'est plus simple pour nous d'onboarder des gens qui viennent du travel, qui sont attirés par le voyage aventure. Et finalement, on s'aperçoit que tous les gens qui ont ce profil, assez vite, ils ont envie de faire de la moto. En tout cas, tel que nous on la pratique, sans pour autant devenir forcément des motards. Voilà. Ils développent une certaine appétence Ouais. quand même, ils s'intéressent au sujet, Complètement, ouais. ils deviennent curieux. Bah oui, parce qu'ils voient bien que du coup, comme moi j'ai découvert quand j'étais en Inde, que la moto, c'est pas que parfois l'image un peu galvaudée qu'on en a, un peu beauf. Au contraire, c'est une manière incroyable de voyager. Et vu que voilà, les gens qui viennent dans le travel quand même le voyage, assez vite, ça donne envie de passer le cap, quoi. Donc ouais, ça fonctionne. Super. Et est-ce que tu sens plus est-ce que tu sens plus d'intérêt ou de curiosité de la part des générations plus jeunes dans tes équipes sur le sujet environnemental? Parce que c'était un point que je voulais Ouais. aussi aborder avec toi. Ouais. Il y a beaucoup de préoccupations environnementales actuellement Bien sûr. dans le tourisme et Bien pas sûr, que. ouais. Comment Vintage réfléchit à l'avenir du voyage à moto, et est-ce que cette nouvelle génération elle contribue aussi d'une certaine façon à peut-être une évolution de tes produits ou de ton concept, pourquoi pas? Ouais, ça c'est plus pour moi alors oui, déjà je le vois dans les équipes, il y a une sensibilité plus forte aujourd'hui qu'il y a 10 ans sur le sujet, déjà avant tout du réchauffement climatique, qui est le sujet central, et donc des émissions à gaz à effet de serre du secteur du voyage. Ça c'est sûr et certain. C'est sûr que ça me fait beaucoup réfléchir. La problématique de fond dans le voyage, nous on commercialise pas l'aérien. Donc d'une certaine manière, notre impact carbone strict, donc si on va vraiment sur le truc, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est la prestation qui est à la destination. Donc là-dessus, bon, le gros des émissions, c'est la moto, c'est sûr que ça pollue. Il y a des évolutions technologiques, et nous, on accompagnera aussi ces évolutions technologiques. Il y aura des motos avec des carburants plus durables, il y aura des motos avec voilà, électriques, et on a beau s'appeler Vintage, on va évoluer avec... voilà. Maintenant, on a beau ne pas commercialiser Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, mais on communique pas dessus parce qu'on est tout à fait conscient que le gros de notre impact indirect, c'est quand même l'aérien, le billet d'avion que prennent nos riders pour venir. Ça, tu le commercialises pas, Voilà, mais de toute voilà, façon, ils bien doivent se sûr, rendre à c'est le gros de destination, l'impact. forcément. Mais nous, ce qu'on fait à l'échelle de l'impact réellement commercialisé de la boîte, c'est qu'on investit dans des fonds de captation carbone qui, à terme, permettront de capter l'équivalent de la pollution qu'on a émise. Bon, très bien. Ce qu'on fait à côté, c'est qu'on a développé le moyen courrier et le court courrier. Ça, c'est un vrai impact, parce que bien qu'on ne commercialise pas l'aérien, quand on prend un court courrier, on va dire qu'on a plutôt une tonne 5 d'émissions de gaz à effet de serre, alors que sur un long courrier, on est plutôt à 3 tonnes minimum. Donc il y a un vrai impact en fait sur le fait de développer un mix plus moyen courrier de notre De ton offre, de notre offre. en Ouais. termes de destination. Voilà. Okay. Après, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai cofondé avec un ancien collègue un festival qui s'appelle le e-Adventure Festival. Je voulais t'en parler justement. Ouais. Merci d'en parler. Et le but en fait, c'est de créer voilà, c'est le premier festival aventure du véhicule motorisé. Et l'idée, c'est pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est un laboratoire. L'idée, c'est de dire proposer une alternative durable aux passionnés de véhicules, de voyages motorisés, le road trip. Plein de gens adorent le road trip, quoi. Et plein de gens adorent le road trip et aiment bien la planète. C'est ça. Et donc ils se disent, ce serait quand même sympa de... Comment tu fais pour faire un road trip sans avoir à utiliser une moto? Voilà. Alors, il faut utiliser une... Moi, je dis, on utilise une moto, mais pourquoi pas une moto électrique? Ça se développe, etc. Ça n'a pas encore les mêmes autonomies, mais le marché évolue vite. Et donc, on a voulu créer cette plateforme qui est un festival en disant, voilà, venez découvrir ce qui existe. Les professionnels, venez vous exprimer sur le sujet. Et c'est ma contribution, disons, un peu entrepreneuriale. Essayer de proposer cette alternative pour essayer de faire un petit peu bouger le marché et qu'on ait potentiellement à terme des road trips un peu plus durables, quoi. Donc ça, je pense que c'est important. Après, le gros du sujet, c'est l'aérien. Et la réalité, c'est que dans le travel, il n'y a pas de solution miracle. On ne va pas pouvoir faire grand-chose à part inciter les voyageurs à prendre des vols directs, prendre des compagnies aériennes qui proposent des avions plus modernes, qui ont déjà un impact beaucoup plus faible en termes d'émissions, et de la sensibilisation sur l'impact réel de ce qu'a notre activité, quoi. De manière à ce que les gens, potentiellement, parfois choisissent entre un billet d'avion ou manger 3 steaks par semaine. Voilà, mais c'est un sujet qui est évidemment existentiel et qui, moi, me fait beaucoup réfléchir. Mais je n'ai pas la solution toute faite. Il y a ce qu'on fait à notre échelle, mais c'est une réflexion permanente. C'est déjà un bon début.
Ouais, oui, oui, c'est un début. Mais voilà, avoir un mix plus moyen courrier, ça, c'est un vrai impact. Euh, Capter nos émissions de CO2, bon, c'est ce qu'on fait aussi un peu par conviction. Il y a de la pédagogie qu'il faudrait faire en plus, mais on n'a pas encore pris le temps de vraiment bien le faire, donc on ne le fait pas encore, parce que je pense que quand on commence à le faire, il faut bien le faire auprès de notre communauté. Surtout pas tomber dans le greenwashing, c'est des sujets très sensibles. Et d'ailleurs, je trouve ça assez dommage que la prise de parole... Alors, il y a des gens qui font du greenwashing, mais malheureusement, euh, trop, je pense que la prise de parole, ou en tout cas qu'on essaye de faire quelque chose, on a souvent les gens les plus engagés sur le sujet, qui ont d'ailleurs souvent raison dans l'absolu, qui tout de suite nous attaquent et nous taxent de greenwashing ou nous disent qu'on va pas assez loin, ce qui décourage, je pense, aussi beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises à agir, quoi. Alors que moi, je suis plus partisan de la politique des petits pas. Je dis, il faut surtout pas continuer avec tout comme avant, mais tous les steps dans la direction de quelque chose de plus durable sont quand même bons à prendre. Peut-être pas suffisants, mais c'est bon à prendre. Donc voilà, moyen courrier, communication et un peu de captation carbone à la hauteur de nos émissions, quoi. Et est-ce que tu imagines éventuellement aller vers une certification Travel, type Travel Life ou ce type de certification? Je sais même pas ce que c'est. Non, c'est là où moi je Bip, suis. c'est la mauvaise réponse. Ouais, ouais. Non, non, je suis pas. Moi, je suis pas assez dans le, tu vois, dans le sérail, je pense. Non, mais je sais même pas quel impact ça a réellement, tu vois, sur le business. Donc après, bon, il y a ATR que je connais un peu. Je sais pas si tu penses aussi à eux en termes de certification. Je pense qu'ils font ils font, Complètement. Ça peut être ils font possible des aussi. choses vraiment incroyables et c'est assez inspirant. Donc ça, c'est sûr que ça me fait réfléchir. Non, moi, je réfléchis au mouvement One Person for the Planet. Ça, j'y pense régulièrement. Euh, Parce que voilà, je trouve que ça donne aussi un. En fait, ce que je trouve, ça permet aussi de labelliser vraiment les actions, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on contribue à un fonds carbone qui a un vrai impact carbone, mais aussi à destination, qui aide des populations locales, etc. Mais vu qu'on le fait sans label encore très bien marketé, même si c'est en train de venir, parce que c'est le fond du CETO et il y a vraiment tout un plan de com qui est en train de se mettre en place. Je me dis, voilà, ça pourrait peut-être aussi être intéressant de rejoindre un label qui permet de cadrer et de communiquer aussi sur ce qu'on met en place. Et qui serait plus en phase peut-être avec tes envies, tes convictions. Et Ouais, il y en a beaucoup. Donc, ouais, ouais. Donc ça il existe. faut regarder, ouais. Mm. Ok. Et pour revenir un petit peu plus sur l'aspect entrepreneurial, Ouais. avec le recul, si il y avait une ou deux choses que tu devais refaire, Ouais. que tu voudrais refaire différemment, ce serait quoi? Bonne Elle est question. pas simple celle-là. Ouais, non, il y a forcément des choses qu'on fait différemment. Alors, je pense qu'il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Premier, c'est au tout début. Je pense que je suis pas assez allé, même si bon, c'est lancé quand même relativement vite, autofinancé, donc je suis content de ce qu'on a fait, mais si je le refaisais, j'irais plus vite vers les clients. C'est-à-dire qu'à un moment, je me Ok. souviens de phases où j'étais un peu dans l'attente, j'attendais d'avoir le bon site web et je passais du temps avec le webmaster, avec le designer pour faire le site web que j'attendais avant d'aller les voir parce que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, j'ai pas envie de leur Il proposer un fallait que tout soit truc. Ouais, parfait, bien bordé. voilà. Alors bon, je suis peut-être un peu sévère avec le regard que j'ai rétrospectif, mais si c'était à refaire, j'irais encore plus vite. Tant qu'à un moment, c'est une journée maximum pour avoir un produit minimal en tête et puis il faut foncer voir les clients, c'est ça le but. Quoi, j'ai un moment, il faut aller se confronter au marché le plus vite possible. Et donc ça, je le referai plus rapidement en tout cas. Plus Ok. rapidement. Le fameux minimum viable product. Ouais, ouais, Ouais. vraiment plus rapidement. Et le deuxième truc, c'est que on a quand même vraiment un moment. Quoi, moi, à un moment, je me suis retrouvé à gérer une boîte. C'était, je dis tout le temps, c'est le chiffre d'affaires d'une TPE, le staff d'une PME, mais la complexité d'une multinationale, quoi. C'est assez naturellement, je me disais, bon, bah, si je veux créer un pays, il faut que j'aie créé une boîte. Et donc, je me suis retrouvé avec une filiale en Mongolie, une filiale en Thaïlande. Et je sais même plus où d'autres. Et à un moment, je me suis dit, bon, non, ça fait trop, quoi. Ça fait trop, c'est trop compliqué. Et donc là, on est en train de fermer notre filiale en Mongolie, fermer celle en Thaïlande. Et maintenant, on prend des participations chez des partenaires. Donc, on a effectivement une grosse participation au Maroc, par exemple au Pérou, en Argentine. Mais dans plein d'autres destinations, on va monter des partenariats avec des entrepreneurs locaux où on va potentiellement cofinancer des choses. Nous, l'enjeu, c'est les motos. Donc, clairement, cofinancer des motos. Mais je suis arrivé à la conclusion que la propriété n'entraîne pas le contrôle de l'opérationnel sur place, et surtout que la propriété est donc une entreprise, crée une inertie et donc nous défocus du cœur métier, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a défocusé de mon cœur métier. Je me suis retrouvé à gérer des boîtes, ce qui est en soi stérile, quoi. Une boîte, elle doit être au service d'une création de valeur, alors qu'en fait, pour créer la valeur et offrir le service, on pouvait tout simplement avoir des partenaires. Et avec des partenariats, ça s'encadre. Donc,
Bon, plus simple à dire aussi une fois qu'on a atteint un certain volume critique qui permet de motiver des partenaires. Mais bon, je veux dire, ouais, Et d'avoir, j'imagine, un cahier des charges aussi un peu rodé que tu dupliques bien en sûr. fait en Ouais, fonction de tes destinations. ouais, un cahier des charges et puis du coup des réflexes, quoi. Ce qui revient un peu au même, mais ouais. Ouais, exactement. Et justement, par rapport à ces différentes projections, donc tu parlais des filiales Mm. que vous aviez dans le passé et ce que Ouais. vous avez maintenu aujourd'hui. Si on se projette dans plusieurs années, 5 ou 10 ans, Mm. où est-ce que tu vois Vintage Rides à ces échéances? Écoute, nous, l'objectif, c'est, je pense, 10 ans, c'est très loin, mais peut-être 5 ans déjà. Déjà 5 ans, on va commencer par 5 L'objectif ans. serait de doubler de taille, en tout cas de passer la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 4 ou 5 000 voyageurs. Aujourd'hui, on a une grande majorité de voyageurs français, on est à 80% de français ou de francophones, Ok. et l'objectif dans 5 ans, c'est qu'on soit à 50-50 entre les Français et les étrangers. C'est pour ça qu'on a 3 représentants en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, justement pour accélérer notre développement sur Et ces marchés-là. international. Ouais. Ok. Toujours avec cette problématique de taille de marché, on a le sentiment que la taille du marché français, aujourd'hui, ça devient un petit peu insuffisant pour continuer à nous développer comme on le souhaite. Ok. Très bien. Et toujours pour revenir sur l'aspect entrepreneurial, qu'est-ce qui te fait encore vibrer aujourd'hui dans le fait Ouais, d'être entrepreneur? ouais, c'est une bonne question. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté et les rencontres de nouvelles personnes et les challenges. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'aller sur des nouveaux marchés, donc les nouvelles destinations, bien sûr, hein, on va continuer à ouvrir des destis, mais ça peut-être c'était un peu évident. Mais voilà, pour moi, arriver à rentrer sur le marché allemand, le marché anglais, le marché américain ou sur certains de ces marchés, c'est un vrai challenge. C'est complexe avec nos moyens et sur un marché de niche, et c'est pour ça que c'est pour ça que ça me stimule, quoi. Donc, c'est vraiment ça que j'adore. Et dans le cadre de ce processus, c'est rencontrer des nouvelles personnes, tisser des liens et grâce à ces rencontres, arriver à des succès communs, quoi. Donc, pas prêt de raccrocher les wagons. J'avais envie de te poser une question Ouais. qui était quelle serait la taille du chèque qui te ferait ranger la moto au garage? Je sais pas. Franchement, c'est hyper dur à dire, quoi. C'est hyper dur à dire parce que j'y pense de temps en temps et je suis pas sûr d'être vendeur de la boîte. Je pense que ce serait plus quel est le projet qu'on proposerait à ma boîte qui me permettrait de me dire que la boîte sera mieux sans moi. Après, D'accord. évidemment, faut que les montants soient cohérents. Mais objectivement, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, c'est très particulier parce que là, bientôt, ça fera 20 ans que j'ai monté la boîte. Là, c'est l'année, ça fait 20 ans. C'est les 20 ans de mon arrivée en Inde. Et dans un an, ça fera 20 ans que j'ai monté cette boîte. Et ce sera pile poil la moitié de ma vie. Et donc, bizarrement, tu vois, c'est un peu la crise de la quarantaine. Je me pose vachement cette question-là. Je me dis, ok, en fait, c'est un sacré step pour moi parce que à double, voilà, c'est la moitié, quoi. C'est vraiment la moitié de ma vie, je l'ai donné à cette boîte et à ce projet, en fait, plus qu'une boîte, c'est ce projet, cette communauté qui s'est développée, tous ces collègues qui évoluent à mes côtés. Et c'est du coup vraiment quel avenir je donne à cette entreprise. C'est plus ça pour moi l'enjeu. Quel avenir je lui donne, comment est-ce qu'on arrive à pérenniser un peu ce qu'on a créé, à continuer à véhiculer nos valeurs, à organiser les voyages comme on aime l'organiser. Et donc c'est plus qui pourrait peut-être reprendre le flambeau mieux que moi, qui me donnerait envie de lâcher le morceau, quoi. Ok. Et est-ce que tu as déjà eu ce type de questionnement en échangeant avec d'autres personnes? Parce que toi, tu as un réseau de dingue à Euh, travers tes discussions. Est-ce que il y a des projets ou des idées qui ont émergé et qui pourraient te donner envie de passer à autre chose? Pas forcément. Après, c'est plus à titre personnel. Donc, en tout cas, j'ai vu personne, malheureuse, quoi. Après, c'est très niche hein, comme business. J'ai pas encore identifié, parce qu'il faut que ce soit un groupe ou alors des entrepreneurs qui aient une vision de monter quelque chose. J'ai pas en tout cas été approché par des gens où je me suis dit, ouais, là, s'ils reprennent la boîte, ils vont en faire un truc incroyable, complètement aligné à ce que je veux faire ou différent, mais mieux. J'ai pas encore eu cette rencontre-là. Après, moi, c'est plus à titre personnel. Ouais, j'ai des envies de projets différents, j'ai des idées de boîtes différentes, des trucs qui pourraient me faire vibrer, mais bon, c'est autre chose. Une fois de plus, c'est pas une question de chèque, quoi. Ouais, complètement. Et justement, sur la question pro-perso, Ouais. tu me tends un peu la perche, merci. Comment on vit à la maison et en famille avec Alexandre l'entrepreneur? Je pense que ça dépend des phases. Non, ça dépend des phases. Je pense que la complexité, c'est que la boîte, elle est quand même toujours un peu avec moi. J'arrive de plus en... Alors ça, c'est depuis le Covid. J'ai toujours pris des vacances, mais pas forcément hyper longues. Et, euh, et j'avais potentiellement du mal à débrancher. Et maintenant, depuis le Covid, je me force à prendre de grands congés.
et à déléguer de plus en plus, c'est-à-dire encore plus que ce que je faisais avant. Parce que je pense quand même, quoi, je le disais même à l'équipe, là, à l'incentive de cette année, en janvier, pour lancer l'année, je leur dis, bah, la boîte, elle a 18-19 ans, là, c'est bon, elle est adulte, en fait. Donc, comme un enfant qui a 18 ans doit prendre son autonomie, maintenant, Vintage doit un petit peu prendre son autonomie par rapport à moi, quoi. Et donc, même si parfois, c'est pas facile, même pour moi, honnêtement, de pas être sur tous les sujets, mais voilà, je me force, en fait, physiquement à prendre du recul, et même, voilà, en termes de congé, parce que si je suis pas off, je suis assis devant mon écran et je passe des coups de fil et je m'intéresse à ce qui se passe et j'ai envie de tout refaire, quoi. Donc j'essaie de prendre des congés et quand je suis en congé, au bout d'un moment, j'arrive à débrancher. Ça, c'est bien. Par contre, quand je suis pas en congé, j'ai quand même toujours un peu la boîte dans la tête, quoi. Ok, Voilà. donc pas toujours simple à la maison. Non, ouais, franchement, non, pas toujours simple. Ouais, mais je remercie ma femme Lorraine de me supporter au quotidien. Non, Un petit mot pour Lorraine. Ouais, c'est pas toujours évident d'être avec moi, en tout cas, en tant ouais, le côté entrepreneur est pas toujours simple à gérer, je pense. Très clair. Peut-être pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast, est-ce que si tu devais donner un conseil aux jeunes entrepreneurs ou aux moins jeunes entrepreneurs du tourisme, et peut-être dans le tourisme d'aventure qui nous écoutent, ce serait quoi ton conseil? Alors, si c'est jeune entrepreneur dans le sens qui se lance, bah, c'est vraiment ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est aller le plus vite possible voir vos clients, quoi. Monter une proposition et aller la confronter au marché le plus vite possible. Parce que la priorité, quand même, en entrepreneuriat, c'est de trouver un client, quoi. Et je pense que souvent, on fait l'erreur de rester vachement dans notre coin, essayer de monter le concept parfait. Alors, on se prend la tête. Il y a mille raisons de se prendre la tête en tant qu'entrepreneur. On peut partir loin, quoi, hein, sur déjà le business model, ça c'est un peu nécessaire quand même d'y réfléchir. Mais après, ouais, les trucs d'association, les plans de développement à 10 ans, les machins, les trucs, ça peut vite prendre énormément d'énergie. Et si ça se trouve, il y a 0 client au bout de la ligne. Donc voilà, mon conseil, c'est quand même d'aller le plus vite possible vers le client. Ok, super. Merci Alex. Pour finir, si les auditeurs veulent suivre un peu les aventures de Vintage Rides, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver, trouver l'équipe Bah où est-ce que écoute, vous êtes visible? on est bien sûr sur notre site web, hein, vintagerides.com, sur Instagram, sur Facebook. On a notre chaîne YouTube, on a quand même pas mal de films, on fait un film par an. Et puis moi, écoute, j'essaye de communiquer un peu plus sur LinkedIn, ça fait partie de mes petits challenges La personnels. to-do, Voilà, exactement, du tu vois. post à écrire. Ouais, ouais. Et puis les salons, vous êtes aussi Ouais, présent sur des salons? mais nous, moto. On n'est pas dans les salons de Ouais, tourisme, salon spéciaux moto. on est sur les salons moto. Donc, ouais, bien sûr, s'il y a des gens qui aiment la moto, on sera là pour les rencontrer. Vous êtes sur les salons, super. Merci Alex. Merci à toi. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci Alexandre, encore une fois, d'être venu dans ces studios parisiens pour l'enregistrement de ce podcast. Je remercie également toute l'équipe du podcast, Audrey, Marie, Olivier, Alexis et Paul. Et un merci particulier à JetBlue, qui est notre partenaire sur cet épisode. Retrouvez tout notre réseau de pros du tourisme sur notre site awebigo.fr et sur notre page LinkedIn. Et si vous ne voulez pas manquer notre prochain numéro, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous donner un 5 étoiles et à partager autour de vous. Ça nous aide énormément à faire grandir la communauté et à proposer du contenu toujours plus pertinent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.